Présenter, moi je suis Florencia et je suis responsable de la sélection des projets chez Sherit. On va parler juste après de c'est quoi la sélection, comment ça se passe, quels sont les critères. Dans l'agenda aujourd'hui, on va d'abord passer 30 minutes à parler des Sherit, qui nous sommes, les processus de sélection, comme je disais, l'accompagnement. Donc, on a la chance d'avoir Julie, Delivery Manager et Head of Operations chez Sherit, qui va nous expliquer en détail l'accompagnement Sherit. Et après, on a aussi la chance d'avoir Laurette qui va témoigner de notre accompagnement. Laurette qui a été accompagnée par Sherit dans les passés. Et ensuite, on aura 30 minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit dans le chat ou en levant la main à l'oral. Alors, pour commencer, qui sommes-nous? Alors, Sherit, on est un accélérateur Tech for Good. Nous sommes une association loi 1901 et on a été créé par Ashoka et des entrepreneurs du web qui, convaincus que la tech est un vrai levier d'impact et qu'on peut aider les associations à multiplier leur impact grâce à la tech. Donc, dans ce sens, depuis 2018, on accompagne gratuitement les associations, les entrepreneurs sociaux dans la réalisation de projets digitaux avec cet objectif justement d'accélérer leur impact. Et on fait ça grâce à nos chers partenaires qui sont engagés avec nous dans la durée. Donc, on a d'un côté des partenaires tech qui vont fournir des personnes à mécénat de compétences et qui vont être à nos côtés pour réaliser les projets. Et ensuite, on a évidemment des partenaires financiers pour financer tous les coûts les frais des structures Sherit et notre fonctionnement. Très concrètement, je voulais parler un petit moment de la formidable équipe Sherit. Donc, on est à date 8 salariés en CDI et après, il y a des personnes, des alternants, des stagiaires parfois, des freelances et surtout des personnes en mécénat de compétences, comme je vous disais, qui sont avec nous. Donc, on a plus de 20 personnes en mécénat de compétences tout le temps, du coup, qui sont avec nous et qui nous accompagnent dans la réalisation des projets. Donc, merci à eux pour leur engagement à nos côtés aussi. Depuis 2018, Sherit, c'est plus de 80 structures accompagnées et plus de 13 000 jours hommes et femmes mobilisés en mécénat de compétences pour la réalisation de ces projets. Donc, on réalise des projets qui s'inscrivent dans différentes thématiques. Donc, j'ai listé dans les slides santé et handicap, inclusion et emploi, environnement, justice et égalité des chances, éducation et recherche. Et vous avez quelques exemples pour ne citer que quelques-uns dans chaque catégorie. Pour vous donner un exemple peut-être un peu plus concret d'un projet qu'on a réalisé, je voulais vous parler de Droit Pluriel, qui est une association qu'on a accompagnée entre février 2022 et mars 2023, donc un projet qu'on a accompagné pendant un peu plus d'un an. Donc Droit Pluriel, qui est une association qui a pour mission de rendre la justice accessible à tous et toutes, pour que chacune puisse connaître et faire valoir ses droits, indépendamment de sa situation de handicap. Et donc, l'objectif de l'accompagnement Sherit était de développer du coup un outil qui allait recenser les différents les différents endroits d'accès aux droits et renseigner l'accessibilité de ces différents droits. Donc, on a accompagné de ces différents endroits, et on a accompagné du coup dans Droit Pluriel dans les cadrages et les développements de la plateforme Justicie, qui permet justement aux personnes en situation de handicap de connaître le lieu de droit accessible près de chez elles et pouvoir se rendre à ces endroits. Donc, dans les fonctionnalités qu'on a développées, une personne peut faire une recherche en fonction de sa localisation. Elle peut aussi renseigner son besoin en accessibilité pour trouver un lieu compatible justement avec ces besoins-là. Elle peut accéder à une fiche détaillée avec les informations du droit en question et enfin évaluer la satisfaction, que ce soit du côté des utilisateurs ou des professionnels. Du coup, pour vous donner quelques 80 points qui étaient référencés sur la plateforme et plus de 600 utilisateurs actifs. C'est un projet du coup qu'on a réalisé grâce au soutien des Wavestone, Octo et Suricat, qui ont mis à disposition des personnes en mécénat de compétences pour la réalisation de ces projets.
Et on a mobilisé 224 jours hommes, ce qui correspond à un équivalent financier de 224 000 € pour ces projets. Voilà. Et maintenant, on va parler rapidement de la sélection, du processus des sélections et de la sélection en général. Donc, il faut savoir qu'on va avoir des critères d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de notre accompagnement. Il y a 3 critères, il y a 3 prérequis. Donc, il y a d'abord les statuts de votre structure. Il faut que vous soyez une structure d'intérêt général éligible au mécénat de compétences. Donc, dans ces catégories, on va retrouver des associations, des fondations, des fonds de dotation. Il y a d'autres structures qui peuvent être éligibles. Je vous ai mis, et je vais vous partager juste après, les slides du coup, avec un lien vers un référentiel amical qui permet de auto-évaluer son éligibilité au mécénat de compétences. Il faut disposer d'au moins 2 salariés et servir un projet social ou environnemental donc au moins un des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça, c'est ce qui concerne les prérequis. Et après, pendant les processus de sélection, ce qu'on va évaluer, on a 3 critères de sélection principaux sur lesquels on va évaluer votre projet. Donc il y a d'abord l'impact de votre organisation. Donc on va chercher à comprendre et à évaluer comment vous adressez la problématique sociale ou environnementale qui vous adressez, quelles sont les solutions ou les activités que vous mettez en place, comment vous mesurez aussi l'impact, que ce soit sur les courts, moyens ou long terme de vos actions, quels sont vos objectifs d'impact et comment vous vous mobilisez pour y arriver. Après, on va évaluer l'impact du projet tech, c'est-à-dire de quelle manière les projets tech pour lesquels vous candidatez, il est aligné avec ces objectifs d'impact, de quelle manière il va vous permettre d'avoir plus d'impact finalement, de quelle manière la tech se rend au service de votre impact. Et dernier critère, c'est les équipes. Donc, Julie va nous expliquer juste après les rôles qu'on attend du côté de l'association ou de l'organisation accompagnée. Mais en gros, on mobilise l'organisation pendant toute la durée du projet Sherit. Et du coup, on va chercher une équipe qui soit déterminée, pragmatique et surtout prête à dédier du temps au projet tech parce qu'on va le voir, les projets tech prennent du temps et de l'énergie. Des sélections un peu plus en détail. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 2 phases. Il y a la phase des candidatures ou simplement, et la phase des sélections, proprement dit. Donc la phase des candidatures, c'est le moment où vous allez checker vos prérequis, enfin les prérequis, vous allez évaluer si vous êtes éligible au programme et vous allez déposer votre dossier des candidatures grâce à un formulaire qu'on va mettre à votre disposition. Et ensuite, l'équipe sélection, on va réceptionner ces dossiers de candidature, on va l'analyser et on va faire une première analyse. Si vous êtes retenu à ces moments-là, donc vous commencez avec nous ce qu'on appelle proprement le processus des sélections et qui consiste du coup à faire plusieurs rendez-vous, entre 2 et 5 rendez-vous pendant lesquels on va vous rencontrer la plupart des cas en visioconférence pour justement échanger autour de votre projet associatif, de votre projet tech aussi, vos besoins. L'objectif, c'est de vraiment comprendre en profondeur et pouvoir évaluer les critères que j'ai mentionnés juste avant. On peut être amené aussi à mobiliser des experts en fonction de thématiques ou en fonction des dossiers. Donc, on peut mobiliser soit nos mentors, soit d'autres personnes de l'écosystème qui pourront nous aider à y voir plus clair sur certaines thématiques ou sur certaines problématiques. Et enfin, du coup, les processus de sélection se terminent par un comité d'évaluation où on invite des personnes externes à la sélection. Donc, c'est des personnes internes Sherit, mais aussi des mentors, des partenaires tech ou financiers, des personnes de l'écosystème, des anciens lauréats aussi, qui vont nous aider à évaluer les projets qui ont été présélectionnés dans cette phase-là et nous prononcer sur un résultat. Ces processus, toutes ces étapes que j'ai décrites, ça prend environ 3 mois. Et un petit focus sur les calendriers de la sélection. Ça peut paraître un peu compliqué vu comme ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement, on va réceptionner des dossiers tout au long de l'année.
mais on fonctionne par lot. C'est-à-dire qu'on va fixer des deadlines sur les calendriers et ça veut dire tout simplement que tous les dossiers déposés avant la deadline vont être traités dans les cadres du lot en cours. Sinon, ça passe au lot suivant. Donc, pour vous donner, juste pour illustrer simplement, vous donner un exemple, du coup, là, on est sur la fin du lot 1. Donc, on va bientôt annoncer les prochains lauréats qui vont bénéficier de notre accompagnement. Et en parallèle, on a fixé une deadline les 8 mai pour les lots d'après, donc les lots 2. Ça veut dire que toutes les candidatures qui arrivent avant cette deadline-là vont être traitées sur les mois de mai, juin, juillet pour une annonce de lauréat fin juillet avant l'été. Ça, c'est pour le fil des lots. Donc, toutes thématiques confondues, tout besoin technologique confondu. Et en parallèle, on peut avoir des appels à projets spécifiques par thématique ou par modalité d'accompagnement. C'est actuellement l'exemple parce qu'on a un appel à projet pour construire un CRM en no-code. Donc, en fait, c'est un programme spécifique qu'on fait en collectif. Et du coup, pareil, deadline les 8 mai pour du coup déposer son dossier et pouvoir bénéficier de cet accompagnement dont je vais parler juste après. Donc, ouvert tout au long de l'année avec des deadlines. Et pour l'appel à projet sur les CRM no code, du coup, ça consiste en un accompagnement en collectif sur 6 semaines. Ça c'est votre propre outil pour le suivi de vos bénéficiaires, de vos partenaires. Et ça se passe du coup en présentiel, comme j'ai dit ici. Vous serez accompagné par des coachs et des experts en no-code et encadré par les équipes Sherit. Voilà, donc pareil, comme j'ai dit, c'est candidature ouverte jusqu'au 8 mai. Et l'accompagnement, ça se passe en 6 semaines qui s'étalent entre septembre et octobre 2024. Voilà pour la sélection. On aura le temps de répondre à toutes vos questions juste après. Mais avant, je laisserai Julie, du coup, prendre le relais pour la partie accompagnement. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce midi. Du coup, pour faire un focus sur qu'est-ce qui se passe après la phase de sélection, justement. Donc, pour vous donner un peu de visibilité sur les catégories de projets tech qu'on accompagne chez Sherit, généralement, on a 2 catégories de projets tech assez marquées. On développe des solutions tech à destination des bénéficiaires, des publics que vous accompagnez à travers votre activité. Ça peut être l'idée d'un service ou d'un produit innovant qui va permettre d'améliorer le quotidien des publics que vous accompagnez. C'est le cas notamment du projet Droit Pluriel que Florentia vous a présenté au début et qui se traduit généralement par une plateforme web, par une application mobile. Ça dépend des besoins. Et on a une autre catégorie de projets tech qui sont plutôt des solutions tech internes pour améliorer la gestion, le suivi de l'activité. Donc, ça va être de la restructuration de bases de données, par exemple. On a des associations qui viennent nous voir et qui, à date, utilisent une dizaine de fichiers Excel pour suivre toute l'activité de l'association. Et ont besoin de structurer ces données, de les ordonner, de pouvoir créer des automatisations pour se débarrasser de tâches hyper chronophages pour les équipes. Donc, ça va être ce type de projet. Et du coup, en parallèle des projets, nous, on accompagne chez Sherit aussi les associations dans de l'aide au recrutement sur les profils tech qu'il faudrait recruter en fonction des choix qui sont faits ensemble. Ou le choix de bons prestataires pour la suite s'il y a besoin de renforcer les équipes avec de l'externe. Du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de comment se déroule l'accompagnement concrètement, on a une méthodologie qu'on applique systématiquement, mais qu'on adapte aux besoins de l'association. Donc, c'est un accompagnement qu'on repense un peu sur mesure à chaque fois, mais avec une méthodologie bien rodée qui passe par plusieurs phases. La première, c'est une phase de cadrage qui est systématique. Dans cette phase de cadrage, on y reviendra un petit peu plus en détail sur un autre slide, mais l'objectif, c'est vraiment d'identifier avec vous les besoins et surtout les solutions les plus adaptées à vos contraintes, qu'elles soient organisationnelles, budgétaires ou autres. Il y a pas mal d'étapes dans cette phase de cadrage sur lesquelles je reviendrai après.
En fin de phase de cadrage, on arrive collectivement, l'équipe projet, Association plus Sharrit, à une décision de passage en phase 2, qui est la phase de développement, de réalisation, dans laquelle l'idée c'est de développer ou de co-construire une version la plus épurée de projet tech, qui sera une première version de ce projet tech avec uniquement des fonctionnalités essentielles. Comme le disait Florentia, nous on est un accélérateur, donc on fait des produits minimum viables. L'objectif c'est de vous permettre d'aller tester, éprouver cette solution auprès de vos utilisateurs, de confirmer les besoins, de confirmer l'utilité de certaines fonctionnalités et de pouvoir la faire évoluer dans le temps. Et ensuite, il y a la phase de déploiement qui peut se passer soit un petit peu en parallèle de la phase de développement, soit complètement à la fin. Ça dépend des projets et des organisations. Et donc, nous, on vous accompagne dans cette partie de déploiement sur des sujets de conduite du changement, de préparation de ce qu'il va falloir en termes d'équipe, en termes d'orga pour la suite du projet. Donc, c'est un peu une phase où il y a une continuité entre l'accompagnement Sharrit et puis l'après-accompagnement Sharrit. Si on Oui. passe à la suite, pour vous partager un petit peu notre mode opératoire, notre philosophie d'accompagnement, l'objectif de Sharrit, c'est d'être votre partenaire, de vous aider à du coup prendre de la hauteur sur les besoins que vous pouvez avoir. Parfois, on a des certitudes sur certains besoins qu'ont nos potentiels futurs utilisateurs et nous, on va venir vous aider à prendre un peu de recul là-dessus, avec aussi des outils méthodologiques, les bons ateliers, les bons temps d'échange avec les publics pour confirmer ces besoins et bien construire la solution ensemble. Donc, on vous aide à cadrer finalement cette solution digitale. Et puis, ce qui est très important pour nous dans l'accompagnement, c'est qu'on fait avec vous et on ne fait pas pour vous. On vous aide à développer cette solution digitale, mais notre objectif, c'est pas de créer une dépendance à des profils tech qui sont là sur une durée limitée. Donc, l'objectif, c'est que les équipes de l'association contribuent très fortement au projet pour que finalement, à la fin de cet accompagnement, vous ne voyez quasiment pas la différence. Même si vous la verrez forcément un petit peu avec certaines expertises qui s'en vont à la fin du projet. Mais du coup, l'objectif, c'est voilà, qu'on vous aide à vous autonomiser sur la solution qui va être mise en place avec de la montée en compétences pour pouvoir bien gérer ce projet tech dans la durée. Et puis le dernier point, c'est le suivi de l'impact. Ce qui est important pour nous, cet accompagnement, il est gratuit et donc ce qu'on va suivre après l'accompagnement, c'est l'impact de la solution tech qui aura été développée. Vous y aurez passé du temps, on y aura passé du temps et donc l'objectif, c'est de s'assurer que ce temps-là, il a été bien investi et que du coup, la solution, elle a un réel impact sur votre activité, sur votre public accompagné, etc. Voilà un petit peu pour notre mode opératoire. Sur les rôles et responsabilités sur le projet, donc pour vous partager un peu l'équipe type qui est mise en place pour tout projet d'accompagnement Sharrit. On a du coup l'association avec les deux rôles, les deux personnes clés pour nous, que sont l'entrepreneur social ou le directeur-directrice du projet. En tout cas, la personne qui va pouvoir donner une vision stratégique et prendre des décisions associées sur ce projet, qui va être sollicitée sur des temps forts de l'accompagnement, qui ne sera pas forcément présent sur tous les aspects opérationnels, mais qui pourra nous aider à confirmer certains choix, rassurer sur la capacité à mettre en place cette solution digitale d'un point de vue organisationnel et budgétaire, par exemple, etc. Et on a la deuxième personne clé qui est la responsable du produit digital, que nous, on appelle Product Owner, qui finalement est une chef de projet digital qui va pouvoir être notre référent opérationnel et qui va pouvoir mener les actions vraiment avec l'équipe projet en mécénat et qui va aussi pouvoir faire le lien avec les équipes de l'association. Je vous donne un exemple, projet d'outillage interne, on passe de 10 fichiers Excel à un outil de base de données qui permet de centraliser tout ça. Il faut quelqu'un qui puisse aller
faire des démos, prendre les besoins, pouvoir faire de la communication avec les équipes en interne pour que ce changement de processus, ce changement d'outils, il se fasse sans douleur par la suite et que les équipes aient l'impression d'être embarquées dans le projet et soient convaincues par cette nouvelle solution qui est mise en place. Donc ça, c'est pour l'association. Et donc, côté Share-it au global, on a plusieurs personnes qui sont indispensables pour le projet. Donc, on a l'équipe en mécénat de compétences qui est au centre parce que c'est vraiment grâce à cette équipe qu'on mène le projet et qui est composée d'un ou d'une chef de projet qui va être le binôme du chef de projet de l'association. Cette personne-là, elle va avoir pour rôle d'être garant de la méthodologie, du rythme qui est donné au projet et qui va pouvoir du coup coordonner un petit peu toutes les actions à mener, toutes les étapes à franchir pour bien cadrer et bien développer la solution digitale. Ensuite, dans cette équipe en mécénat de compétences, on va chercher les compétences qui sont nécessaires au projet. Donc là, on a mis des exemples. On va chercher des profils de développeurs, de développeuses. On va chercher des experts en design d'interface. On peut aller chercher des experts en cybersécurité, en accessibilité, des experts en conduite du changement. On peut aller mobiliser ces expertises auprès de nos partenaires en mécénat et ça, on le fait vraiment en fonction des besoins du projet. Donc, c'est quelque chose qu'on voit avec l'association au moment de démarrer pour composer, on va dire, la meilleure équipe possible qui permettra de répondre aux enjeux. D'un autre côté, côté Share-it interne, il y a deux rôles du coup super importants. Une delivery manager qui a un rôle plutôt de garant du projet au global, qui va être là un petit peu en retrait sur les projets, mais qui va pouvoir guider, accompagner l'équipe à travers la méthodologie, notamment parce que nos équipes en mécénat de compétences, parfois, c'est le premier projet qu'elles font avec nous. Et donc, du coup, côté Share-it, voilà, on accompagne aussi les équipes aux étapes indispensables du projet. Et puis, on a le rôle de mentor qui peut intervenir sur le projet plutôt avec un rôle d'accompagnement stratégique qui va aider l'équipe projet au global à prendre un petit peu cette hauteur, ce point de vue un peu prise de recul par moment sur le projet. Quand voilà, on est dans l'opérationnel, on a besoin de ce rôle-là pour nous aider à avoir d'autres réflexions. Ce qui est hyper important sur l'équipe projet, Florentia le mentionnait, le temps consacré à l'accompagnement, c'est vraiment un des facteurs clés du succès du projet. Et donc, l'idée, c'est que de part et d'autre, l'équipe de l'asso et l'équipe côté mécénat de compétences aient suffisamment de temps à consacrer au projet pour que ça se déroule bien. Et là-dessus, c'est aussi pour ça que le modèle Share-it, notre orga autour du mécénat de compétences, c'est du mécénat de compétences temps long, qui permet du coup aux équipes d'être pleinement investies sur le projet et pas juste 1 heure par semaine pour faire quelques temps d'échange. Voilà sur l'équipe. Pour vous partager un petit peu plus un focus sur le rôle de product owner, donc du coup, c'est, comme je vous le disais, un rôle très central qui va avoir une place importante côté association, mais aussi côté équipe mécénat. Il y a quelques compétences, on va dire, qu'on a listées ici pour donner une idée de ce que nous, on attend de ce rôle. Donc, il y a un gros sujet autour du pilotage du projet qui est mené un peu en binôme avec Share-it et avec l'équipe en mécénat de compétences pour pouvoir identifier les besoins, traduire ces besoins en fonctionnalités, pouvoir coordonner les équipes, que ce soit les équipes en interne de l'association ou les équipes mécénat. On a aussi un volet de compétences autour de la notion de produit digital, de pouvoir s'attaquer à des sujets d'évolution du produit dans le temps, de pouvoir avoir des roadmaps d'évolution de ce produit. Je mets une petite astérix là-dessus. On a des formations qui sont possibles avec nos partenaires en mécénat de compétences sur ce volet produit digital et du coup rôle de product owner qu'on peut mettre en place en fonction des profils qui prendront ce rôle pour aussi monter en compétence sur la gestion d'un produit digital. Et on a noté 2 autres types de skills importants pour nous. Sur le savoir-être, ce rôle, il est clé
il y a un besoin de leadership et d'autonomie autour de ce rôle de product owner pour justement aller chercher les bons interlocuteurs au sein de l'association, réunir les bonnes personnes autour de la table, pouvoir convaincre aussi les équipes en interne des nouveautés que va représenter ce produit digital au sein de l'association. Une capacité du coup à fédérer autour des idées et puis une capacité de synthèse et de restitution d'informations. Et dernier volet, la partie analyse de données. L'idée, c'est que le côté compétences analytiques peut aussi être important, notamment pour pouvoir aller analyser les retours des utilisateurs quant à la solution digitale et pouvoir monitorer, suivre le bon fonctionnement de cette solution digitale que vous mettez en place. Bien sûr, ce rôle-là, il est appuyé, comme je le disais, par la personne qui va porter la vision stratégique du projet en interne et donc pourra aussi être appuyé sur certains volets au fil de l'accompagnement. Du coup, pour rentrer un petit peu plus en détail sur la phase de cadrage, cette phase de cadrage, en gros, c'est vraiment l'étape clé. C'est vrai qu'on pense tout de suite à la phase de réalisation où on voit concrètement les choses se construire. Mais cette phase de cadrage, c'est un peu un point indispensable pour cette phase de réalisation. On a pour objectif, à la fin de cette phase, d'arriver à définir ensemble un scope clair de l'accompagnement. Comme on vous le disait, c'est un accompagnement qui est sur une période donnée, qui est un coup d'accélérateur. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'en fin de phase de cadrage, on puisse se dire, OK, dans le cadre de l'accompagnement Sharrit, on va traiter de cette partie-là du projet et on sera satisfait si on arrive à mettre en place cette brique-là. Et donc, parfois, il faut faire des concessions et des choix sur ce que vous voulez prioriser pour ce produit minimum. Le deuxième point, c'est dans certains cas projets, notamment pour les projets plutôt à destination externe, on a aussi une phase de maquettage pour designer des interfaces qui seront ensuite développées. Une grosse partie de la phase de cadrage, c'est le cadrage technique qui nous fait aboutir à la solution technique qu'on choisit ensemble. Donc, on a une méthodologie pour benchmarker et étudier différents types d'architecture technique qui pourront le mieux répondre à vos besoins. Dans ces phases-là, on partage aussi les aspects de coût dans la durée également. On essaye de se projeter sur les budgets à allouer à cette solution technique et donc on fait ces choix ensemble. Et puis la dernière étape, c'est la partie KPI. Comme je vous le disais, c'est hyper important qu'on puisse mesurer l'impact de la solution et donc on va définir ensemble quelques indicateurs clés à piloter après la phase d'accompagnement pour s'assurer que la solution elle a bien l'impact escompté. Voilà pour cette partie-là. Et donc, pour que vous ayez une petite idée, parce que ça reste souvent assez conceptuel à ce stade de présentation, mais pour que vous ayez une idée de ce qu'on fait concrètement dans cette phase de cadrage, on a quelques jalons clés qui viennent, on va dire, rythmer cette phase. On a un kick-off projet pour se partager les règles de l'accompagnement, que toute l'équipe se rencontre et qu'on puisse lancer officiellement l'accompagnement. On a ce fameux go-to-dev qui est l'instance à la fin de la phase de cadrage qui nous permet de s'assurer qu'on est prêt à passer dans l'étape d'après. Et puis, parmi ces semaines, on va aussi du coup mettre en place une série d'ateliers qui vont nous faire aboutir à la construction de votre besoin. On va formaliser des éléments. On va, par exemple, poser vos processus métiers avec des schémas qui nous permettent de bien évaluer toutes les activités que vous avez à gérer et du coup de voir comment est-ce qu'on les digitalise avec un processus cible, par exemple. Et donc, comme je vous le disais, on a des étapes d'interview utilisateur, des temps de travail pour formaliser la cartographie des processus existants. On va avoir des phases de maquettage en fonction des projets. Donc, voilà un petit peu comment cette phase-là est composée. Les périodes de cadrage, généralement, c'est en moyenne à peu près 4 mois de cadrage pour des projets à destination de l'externe. 4 à 6 mois et sur des projets plutôt d'outillage interne, on est entre 3 et 5 mois à peu près de cadrage. C'est des phases qui sont longues, mais qui nous permettent de vraiment bien cadrer ce qu'on va faire dans la phase 2 et qui vont nous permettre d'être hyper efficaces dans la phase de réalisation.
Voilà, voilà. Merci À beaucoup, dispo Julie. pour des questions plus détaillées sur ces phases-là par la suite. Merci beaucoup. Et du coup, on est convaincus que nos lauréats parlent mieux que nous de notre accompagnement. Et du coup, je laisse la parole à Laurette de la CNAP qui va nous présenter un petit peu déjà ses missions et aussi ce qu'on a pu faire ensemble dans le cadre de l'accompagnement Chérit. Oui, merci beaucoup. Donc moi, je suis Laurette Privat, je suis effectivement à l'origine conseillère technique à la CNAP et depuis une petite année maintenant, product owner de la base. Donc la CNAP, c'est une fédération d'associations de protection de l'enfant. Nos missions principales, c'est de faire du plaidoyer pour la protection de l'enfant. Et il y a un peu plus d'un an, on s'est lancé dans un projet, donc la base, la création d'une plateforme numérique pour les jeunes qui sortent des dispositifs de protection de l'enfant, qui souvent ont plus de difficultés que les autres à s'insérer dans la société, avec l'idée qu'ils connaissent pas forcément très bien leurs droits et qui sont un peu isolés, qui n'ont pas forcément des personnes pour les accompagner pour accéder à leurs droits. Donc, on a créé cette plateforme numérique grâce à Shérit. On a bénéficié donc effectivement d'un accompagnement qui s'est étalé sur 7 mois avec 4 mois de phase de cadrage et 3 mois de phase de développement. Moi, j'ai également bénéficié par ailleurs d'une formation au product management et au fait d'être product owner et chef de produit, puisque comme je pense la plupart des personnes autour de cette table, j'y connaissais rien. Donc, quand on me parlait en tech, c'était un peu du chinois pour moi, donc ça m'a permis d'avoir quand même quelques bases pour que je puisse comprendre les équipes de Shérit qui étaient dédiées pour le mécénat de compétences. Voilà, donc on a bénéficié de cet accompagnement sur 7 mois. Effectivement, c'est vraiment un travail en commun puisqu'on est associé, enfin moi j'étais associée à toutes les réunions, donc tous les matins on avait des réunions quotidiennes pour savoir sur quoi on allait travailler aujourd'hui, etc. Donc c'est vraiment un temps qui est assez précieux et qui permet effectivement qu'on ne nous donne pas une solution déjà toute faite sur laquelle on n'aurait pas travaillé ensemble. C'est vraiment quelque chose qui se co-construit. J'ai beaucoup apprécié notamment des équipes le temps qu'ils ont passé sur les entretiens avec les utilisateurs, parce que l'objectif, comme on crée une plateforme pour des jeunes, c'est que ça corresponde effectivement aux besoins des jeunes. Donc ils ont vraiment fait un gros boulot là-dessus. Ils ont rencontré beaucoup de jeunes sortant des dispositifs de protection de l'enfant ou qui étaient encore pour vraiment analyser le besoin. Donc voilà, c'est un gros travail qui a été fait. On a également eu une vigilance assez accrue sur l'accessibilité de la plateforme, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui sortent des dispositifs de protection de l'enfant qui sont en situation de handicap. Donc c'était important pour nous aussi que la plateforme elle soit accessible à toute personne en situation de handicap. Donc voilà, ça a été un gros travail sur le cadrage et le développement. Et après, sur l'après, ça a été aussi intéressant parce que donc là, l'accompagnement s'est terminé fin février, début février, fin janvier. Et sur la suite, on a, nous, du coup, aujourd'hui, un développeur en interne. On a eu l'équipe de Shérit qui nous a aidé à recruter le développeur, puisque, encore une fois, quand on ne connaît rien, c'est pas forcément facile de recruter un développeur quand on n'a pas les compétences en interne pour comprendre les sujets. Donc voilà, on a été aidé sur le recrutement. On est encore suivi, donc on a un suivi post-accompagnement comme on dit, où voilà, on va voir quels sont nos besoins, éventuellement nous mettre en lien avec d'autres lauréats quand il peut y avoir des sujets de communication sur lesquels on pourrait se rejoindre. Enfin voilà, on a vraiment un accompagnement qui est dans le temps et sur lequel on a été vraiment écouté. Un petit conseil peut-être pour ceux qui souhaiteraient candidater, pensez vraiment la charge de travail parce que c'est important et primordial que la personne au sein de l'équipe chez vous, elle soit vraiment quasiment à temps plein sur le sujet, sur le projet. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut anticiper pour pas se retrouver un petit peu étranglé au moment où l'accompagnement démarre, parce qu'effectivement c'est beaucoup de boulot, c'est hyper intéressant, mais il faut avoir du temps. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions de manière générale. Merci beaucoup, Laurette, pour ton témoignage. Je pense qu'en effet, ah oui, avant de passer aux questions, du coup, je vous mets aussi des contacts d'autres lauréats que vous pourriez contacter si vous avez des questions. Et du coup, on peut passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y a une première question dans l'audience? Quelqu'un qui voudrait commencer, soit par les chats, soit à l'oral. Vas-y, Cécile. Je pense que Laurette a déjà un petit peu répondu, mais justement, ma question concernait les postes à mobiliser au sein de l'équipe. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit déjà de base être sur un poste spécifique de communication notamment, ou en tout cas lié au développement informatique ou outils web, voilà, pour se dédier à cet accompagnement, ou est-ce que quand on est plutôt justement le coordinateur global du projet avec cette vision sur ce que doit apporter l'outil, c'est plus intéressant. Enfin voilà, quelles sont les équipes que vous recherchez aussi au sein de la structure, et si un recrutement aussi est en cours pour avoir quelqu'un peut-être plutôt sur ces questions-là, est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire au
au courant du projet, même si l'équipe n'est pas déjà en place pour ça. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Merci. Oui, très clair. Je reprends du coup. Oui. Alors, pour la première question, en effet, on ne demande pas d'avoir des compétences techniques pour ce rôle de chef de projet. Ce qu'on demande, c'est des appétences pour les sujets technologiques. Comme disait Julie, en fait, on propose, si besoin, des formations avec un de nos partenaires, du coup, pour se former à la terminologie, aux méthodologies projet qu'on va utiliser. Et du coup, par rapport à la deuxième question, si cette personne n'est pas encore identifiée, donc s'il n'y a pas qu'il y a un recrutement ouvert, en fait, on peut avancer sur la sélection et on peut même sélectionner une association, mais c'est un prérequis pour les démarrages projet d'avoir trouvé cette personne, de l'avoir recrutée et avoir laissé suffisamment de temps pour que la personne s'imprègne justement de toute la partie métier. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un profil, c'est une double casquette, donc il y a cette appétence tech et le fait que la personne va monter sur la partie tech progressivement, mais il y a aussi besoin que cette personne ait une bonne connaissance métier pour justement pouvoir assurer l'interface entre les équipes Sherit et l'association. Je ne sais pas, Julie, si tu veux compléter. Non, je pense que tu as tout dit. Ça répond à ta question, Cécile? Oui, merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, okay. Ok. Juste après, si tu veux. Pardon. Bonjour, du coup, moi j'avais une question effectivement. Donc moi je travaille au sein de l'association Empreinte qui accompagne les personnes en deuil et on a un sujet sur le CRM du coup, sur je pense un sujet qui est récurrent au sein des structures associatives, de passer de fichier Excel à un outil un peu plus opérant. Et là moi je m'interroge par rapport aux deux dispositifs d'accompagnement que vous avez présentés. J'ai l'impression que de ce que vous dites, l'autre appel à projet que vous avez évoqué, la CRM No Code, serait peut-être plus approprié pour une structure associative de la taille dans laquelle je suis, à savoir on est sur une dizaine de salariés, donc on est sur une petite équipe et en termes de data, on n'est pas sur des choses qui soient trop colossales, je pense non plus. Donc, en fait, voilà, je suis en train de répondre à ma propre question, peut-être en la posant, mais c'est pour bien faire le distinguo. À qui vous conseilleriez, en fait, l'accompagnement CRM No Code et à qui vous conseilleriez plutôt l'accompagnement là que vous mettiez en avant sur les aspects CRM? En fait, c'est quoi le distinguo? Ouais, du coup, très bonne question, très intéressant. L'accompagnement spécifique sur le volet CRM No Code, il est idéal pour des associations plutôt justement de petite taille et qui n'ont pas encore forcément un existant tech trop fort. Donc typiquement, l'enjeu de passer d'Excel à un outil qui permette une structuration peut-être plus forte sur certains volets CRM s'y prête très bien. Et du coup, voilà, c'est un accompagnement qui est par contre très dense. C'est un accompagnement qui nécessite d'avoir 2 jours en présentiel d'une personne de l'équipe côté accompagnement et qui du coup demande vraiment ce part-time d'implémentation directe d'une solution. C'est un accompagnement sur lequel on passe pas forcément du temps, enfin on en passe un petit peu, mais on n'a pas de phase de cadrage dédiée comme ce que je décrivais dans les accompagnements historiques, mais on vient cadrer très rapidement le besoin et implémenter le besoin quasiment directement avec la personne de l'association qui est dédiée. Donc voilà, donc en tout cas, petite structure avec peu d'existants tech et un besoin du coup de structuration de volets justement CRM, c'est pile dans le. D'accord. Et du coup, au niveau l'outil, en fait, c'est sur Airtable, en fait, c'est ça l'outil qui. Ok. Ouais, il y a un sujet peut-être à avoir en tête, c'est que ça ne permet pas de traiter de la donnée de santé. Donc, si c'est un gros enjeu pour l'association, c'est un petit peu rédhibitoire. Mais s'il n'y a pas d'enjeu de données de santé, ça marche complètement.
Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Il y avait une autre question de Working Fit. Oui, donc c'est Abdoulaye, désolé, j'ai pas changé. Donc nous, on est sur la reconversion des sportifs de haut niveau. J'avais deux questions. La première, c'était concernant donc les formations pour monter en compétence sur les outils numériques. Quelles sont les modalités, voilà, à savoir s'il y avait des critères, des prérequis, un tarif, voilà, je sais pas. Et concernant le temps à consacrer, donc j'ai cru comprendre qu'il fallait quasiment du temps plein. En moyenne, voilà, ma question c'est de savoir en moyenne, pour encore une fois anticiper, en moyenne combien de temps il faudrait, je sais pas, par semaine à consacrer dans l'accompagnement Share It. Merci. Merci pour les questions. Du coup, pour répondre à la première question sur la partie formation, on a deux catégories, deux moments de formation différentes. Il y a la première formation dont on parlait qui est vraiment sur les aspects de gestion de produits digital, donc qui est une formation de product owner, product manager. Ça, quand vous rentrez dans l'accompagnement, le chef de projet digital qui va être notre point de contact peut bénéficier de cette formation gratuitement. Il n'y a pas de prérequis. C'est compris, entre guillemets, dans l'accompagnement en mécénat de compétences sur le projet. Et c'est vraiment sur ces aspects de gestion de produits digital. Ensuite, quand on est en phase de choix de solutions techniques, il y a d'autres formations qui peuvent être faites soit dans le cadre de l'implémentation, soit qui doivent être faites à côté. Je vous donne un exemple. Par exemple, si dans le cadrage technique, on choisit la solution Airtable plus Software, qui sont deux outils complémentaires, sur ces solutions-là, évidemment, le chef de projet de l'association va se former naturellement en implémentant la solution avec nous, mais il se peut que la personne ait besoin de formations complémentaires. Ces formations complémentaires aux outils, nous, on ne les prend pas forcément en charge. Par contre, on a des tarifs non-profit pour certaines formations. Mais du coup, c'est à l'association d'allouer un petit budget formation pour que le chef de projet digital puisse pleinement maîtriser ce qui va être implémenté et contribuer à sa formation sur cette solution tech. J'espère que ma réponse est... Ouais, c'est clair. Alors justement, j'arrête de vous embêter, mais dans le type de formation, tarif non-profit, là, ce serait quoi les types de formation? Typiquement, c'est sur une solution tech dédiée. Donc, si pendant l'accompagnement, on choisit la solution tech Airtable plus Software, les formations portent sur ces outils-là. C'est vraiment se former aux outils, tu vois, avec des modules de formation qui vont aider à comprendre les bases de l'outil et qui vont permettre derrière d'être efficace dans la création de fonctionnalités ou des évolutions. Ok. Et du coup, c'est assez clair sur la partie formation. Ouais, pour moi, c'est clair. Après, c'est juste sur la partie temps à allouer. Ouais, du coup, pour le temps à allouer, effectivement, ça dépend un petit peu de l'envergure des projets qu'on va mener. Un projet comme ce que décrivait Laurette, qui est un projet de plateforme digitale qui est développé de toutes pièces. Là, on est vraiment sur un besoin de product owner full-time parce qu'il va y avoir des enjeux d'aller parler aux utilisateurs, de rédiger les fonctionnalités pour que l'équipe technique puisse développer le projet. Il y a des enjeux de conduite du changement en interne, des enjeux de communication. Il y a beaucoup d'enjeux à gérer autour de ce projet-là, donc c'est pour ça qu'on insiste sur le full-time. Sur des projets de type outillage interne, par exemple la mise en place d'un CRM sur Airtable, on est plutôt sur un projet où le product owner a besoin d'être disponible plutôt part-time, mais il ne faut pas négliger ce part-time et il ne faut pas que le part-time se transforme en un jour par semaine parce que sinon, on ne peut pas arriver aux objectifs de mise en place. Mais voilà, c'est à caler en fonction des projets, mais on est plutôt quand même sur un minimum de part-time jusqu'à un full-time en fonction des typologies de projets. Ok, merci. Voilà, avec plaisir. Est-ce qu'on a d'autres questions sur les chats? Oui, Imanis Association. Oui, vous nous entendez? Très bien.
Parfait, bonjour à tous. Alors, une question et un commentaire. Un commentaire, merci pour cette présentation qui est très claire et qui nous donne envie de rapidement venir travailler sur des projets pour lesquels nous avons postulé. Et une question, on a un doute sur le fait que notre association soit d'intérêt général. Donc, je ne sais pas si c'est un prérequis ou une obligation vraiment pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Voilà. Oui, alors merci pour votre question. En effet, c'est un prérequis, le fait d'être une association d'intérêt général, parce que c'est ce qui nous permet d'activer le mécénat de compétences sur lesquels repose notre modèle. Et donc, du coup, pour vérifier ça, il y a deux possibilités. Soit les associations disposent d'un rescrit fiscal, et du coup, ça, c'est fait, c'est validé. Soit, si ce n'est pas les cas, et c'est les cas des plusieurs associations, du coup, c'est en fait, il faut qu'on s'assure que, en termes qu'on fasse les checks par nous-mêmes des différents critères. Et ça, vous auriez les liens dont je vous parlais au début sur vérifier l'éligibilité au mécénat de compétences. En fait, il y a des questions qu'il faut se poser étape par étape pour vérifier l'éligibilité. Merci. C'est vraiment votre question. Ok, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes, donc n'hésitez pas. Bonjour, moi j'ai une question. Donc je travaille pour l'association Ensemble pour la petite enfance et j'avais une question donc sur le stade d'avancement de notre projet tech. On aimerait développer une plateforme et voilà, je voulais confirmer que voilà, c'était un accompagnement possible à un stade peu avancé du projet. Voilà, pour nous aider justement aussi à bien ajuster le cahier des charges et ce qui voilà, avoir de l'aide à ce niveau-là aussi pour monter un projet bien clair et Très clair, merci. Je laisserai peut-être Julie répondre à cette question. Ça marche. Dans les candidatures qu'on reçoit et dans les projets qu'on accompagne, au final, il y a des stades de maturité du projet digital très variés. On a des associations qui viennent nous voir au stade d'idée, et puis on a des associations qui viennent nous voir au stade de cahier des charges déjà bien abouti, plus ou moins abouti, ça dépend. Si vous en êtes au stade de l'idée, c'est complètement OK. N'hésitez surtout pas à candidater et c'est des choses qui vont être creusées par l'équipe sélection dans cette phase de sélection pour s'assurer que nous, chez HIT, on peut aussi bien répondre selon le stade de maturité de l'idée. Ok, génial. Merci beaucoup. Si ça peut vous rassurer, nous, quand on a candidaté, je pense que notre projet correspondait à 10 pages Word et c'était à peu près tout. Donc, on a tout construit ensemble et c'est important aussi, je trouve, des fois, quand on n'a aucune notion dans le tech et dans notre secteur, c'est pas forcément les sujets sur lesquels on est le plus compétent. Je trouve que c'est aussi intéressant de re-questionner le besoin, etc. Donc, c'est vraiment aussi tout l'intérêt de la phase de cadrage avec Chien. Oui, c'est ça qui nous intéressait aussi. Ouais. Ok, top. Merci beaucoup. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Non, pas de questions. J'ai une petite question. Excusez-moi, j'aurais une petite question. La différence entre le lien fil de l'eau et l'autre, c'est quoi? Oui, en fait, c'est deux formulaires différents. Un, ça concerne spécifiquement l'appel à projet pour construire son CRM sur Airtable, ce dont on parlait. Et l'autre, c'est le fil d'élo classique pour tout autre besoin. Ok, très bien. Et du coup, nous, on a rempli, je crois que c'était le... Oui, vous avez rempli le fil d'élo classique, donc c'est bien Okay. parce que le besoin il est plus large que celui du CRM. Parfait, donc du coup, pas besoin de Non, c'est très bien comme ça. Merci. De rien. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose du coup qu'on s'arrête là. Je vais vous envoyer du coup un mail avec les slides qu'on a projetés, un petit sondage des satisfactions et des pistes d'amélioration
qui est toujours utile. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit après, de le poser par mail. Oui, on a encore une question. Ah non, C'était pas une question, c'était une réaction. Ok, pas de problème. Et donc, n'hésitez pas du coup à envoyer vos questions potentielles par mail. Et à bientôt. Merci pour votre présentation, pour votre présence. Merci Laurette pour ton témoignage. Et merci à tous pour l'intérêt que vous portez à Sherit. Merci Yes. beaucoup de nous Merci. proposer ça. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci.